Je crois que le prochain conseil de défense, c'est lundi prochain. Il y en a un demain, mais il y en a un lundi prochain. 2 conseils de défense. Et donc le chef de l'État prendra sa décision. Le gouvernement qui redoute une 3e vague après les fêtes, comme cela s'est passé aux États-Unis par exemple, après les fêtes de Thanksgiving. Faut-il sacrifier les fêtes de Noël pour éviter une 3e vague? Êtes-vous prêt à rester confiné pour ces fêtes de Noël et le jour de l'an également, le 31 décembre et le 1er janvier? C'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous continuez de voter, on fera un point sur les sondages dans quelques instants. Et le 0826 300 300, on va vous écouter également dans quelques instants. 0826 300 300 pour réagir avec nous. On l'attend tous avec impatience. Le 15 décembre, date programmée de l'allègement du confinement si les indicateurs épidémiques le permettent. Je vous en supplie, c'est Noël. Pour l'instant, c'est pas gagné. Les chiffres de l'épidémie sont moins bons qu'espérés avec encore 10 000 nouveaux cas par jour. Ça, c'est catastrophique, Thérèse. Le gouvernement pourrait revoir sa copie et annoncer un déconfinement bien plus progressif que prévu. Joyeux Noël quand même! Et bon réveillon! Et voilà, va-t-on rester confiné pour les fêtes de Noël? Faut-il rester confiné pour éviter la fameuse 3e vague qu'on nous promet? On en débat avec Jean-Paul Hamon qui est avec nous. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir. Bonsoir à vous, médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Et puis je rappelle, mon cher Jean-Paul, votre livre « Qui veut la peau de nos généralistes ?» coécrit avec Daniel Rosenweg, je crois que c'est aux éditions Albin Michel. Voilà un cadeau de Noël par exemple, le livre de Jean-Paul Hamon. 10 à 11 000 cas de Covid par jour, Jean-Paul. On n'atteindra pas l'objectif des 5 000 cas, ça c'est sûr. C'était la condition pour déconfiner le 15 décembre. Est-ce que c'est vraiment prudent, Jean-Paul Hamon, de déconfiner une semaine, dans une semaine, ce sera mardi prochain le 15 décembre, malgré ces mauvais chiffres? Non, je pense que raisonnablement, il faut rester en l'état, mais il faut certainement pas aggraver les choses en imaginant supprimer les fêtes de Noël pour des tas de familles qui attendent ça. Les Français sont tout à fait raisonnables. On a maintenu un niveau d'épidémie qui est maintenant stabilisé et on ne comprend pas trop le discours alarmiste de Jérôme Salomon qui, à chaque fois qu'il apparaît à la télévision, fait augmenter les doses d'anxiolytiques qui sont déjà au plus haut. Donc, il faudrait... Les Français ont pris leurs responsabilités, ils font très attention en dehors de quelques abrutis qui continuent à faire des fêtes à 300 personnes, etc. Mais franchement, moi j'entends dans mon cabinet des gens qui disent comment on fait pour aller voir les grands-parents, est-ce qu'il faut se tester? Moi je leur dis qu'il faut respecter les mesures barrières absolument, aérer les pièces, continuer à mettre des masques et puis faire attention à ne pas être trop nombreux. Quand Jean Castex a dit qu'il fallait 6 personnes, bon, s'il y en a 8 et que la pièce est grande, c'est pas dramatique si on respecte les mesures, les distances et si on aère les pièces et si on met des masques. Donc les enfants, les petits-enfants que je vois savent très bien qu'ils n'iront pas faire la bise à leurs grands-parents, ils les verront. Ouais. Bon, les Français sont responsables pour vous, Jean-Paul Hamon. Les Français sont responsables, c'est ce que vous dites. Comment vous expliquez alors ces mauvais chiffres si on est responsable, si on a plutôt bien respecté le confinement depuis 5 semaines maintenant? Comment on peut expliquer ces chiffres? Ce ne sont pas des mauvais chiffres. Vous savez, l'épidémie s'est stabilisée. On est sur un plateau. Ça continue pas de descendre, mais on est sur un plateau et ça s'explique parce que on est quand même en plein hiver. Le nombre de contaminations, le nombre de cas positifs augmente. Mais là, maintenant, on dispose de tests alors qu'au mois de septembre, on n'en disposait pas. Il y a seulement les tests des laboratoires qui maintenant rendent les résultats en 24-48 heures. Mais il y a également les tests antigéniques qui sont utilisés par les pharmaciens, par les médecins, par les infirmières. Donc tout ça, ça fait davantage de cas positifs. Et on voit bien que dans les réanimations, les cas n'augmentent pas, que dans les hospitalisations, les cas n'augmentent pas. Donc je pense que ce n'est pas la peine de sortir un discours anxiogène. Les Français vont faire attention, c'est clair. Ouais. Allez, qu'en pensent nos vraies voix, Philippe Bilger? Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Paul Hamon? Est-ce que Jérôme Salomon en fait trop? Mon cher Jean-Paul, est-ce que vous croyez à l'instauration d'un couvre-feu plus drastique? Écoutez, j'espère que au moins jusqu'à Noël, on va être peinard et qu'ils vont pas prendre des décisions qui accentueraient l'anxiété des Français. En ce qui concerne le premier de l'an, c'est vrai qu'on peut être inquiet parce que il va sûrement y avoir un phénomène festif. Alors, ils sont en train de s'appuyer sur les résultats de Thanksgiving aux États-Unis.
Mais je rappelle qu'aux États-Unis, il y a 70 millions d'Américains qui ont voté pour Trump et que sur les 70 millions de républicains, il y en a la bonne moitié qui ne sont pas masqués. Et ces gens-là, ils ont certainement contribué au rebond de l'épidémie à l'occasion de Thanksgiving. Donc, je pense qu'il faut rester raisonnable et ne pas accentuer le moral qui est déjà très bas des Français. Ouais, Michel Pouzol. C'est très difficile de se prononcer sur ce genre de choses. On voit bien que l'épidémie est toujours là. On voit bien surtout, ce qui est le plus frappant peut-être, c'est les chiffres chez nos voisins. Qui sont toujours extrêmement élevés, puisque je crois que c'est en Italie où on a atteint un pic de mortalité qui n'avait même pas été atteint lors de la première vague. Donc on voit bien que tout ça est un peu une cocotte minute où le virus continue à bouillir. Moi, la seule peur que j'ai, je dirais, moi je suis pour que tout le monde fête Noël en famille, etc. Forcément, ça part du bon sens. Mais j'ai quand même la sensation que dès qu'on envoie un message un petit peu plus optimiste, les barrières tombent relativement vite, les barrières les distanciations, les masques, etc., la fréquentation dans les hypermarchés, les choses comme ça. Et donc c'est ça qui m'inquiète un petit peu, c'est-à-dire on a une telle volonté de sortir de cette crise, et c'est bien naturel, hein. Moi, je vous dis, ma femme est très à risque, moi de même, donc on est très confinés, on a tellement cette volonté de s'en sortir que le moindre petit signe d'espoir nous pousse à peut-être aller un peu plus loin. Et honnêtement, il faudrait pas qu'on ait une troisième vague en janvier à la suite des fêtes de fin d'année. Ça serait quand même tragique. Céline Pina. Moi, je suis très ennuyée parce que je passe mon temps à avoir peur de contaminer quelqu'un. J'ai moins peur pour moi que pour les autres. Et j'ai toujours cette image, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette publicité qui, moi, m'a glacé le sang. Où vous voyez une famille qui se retrouve, qui passe un moment heureux, et en fait, vous avez 15 jours après, et vous voyez, en fait, la mère en train d'agoniser à l'hôpital. Et en fait, cette publicité m'a littéralement traumatisée. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on me donne des chiffres précis, qu'on me dise où on en est. Moi, à la limite, si c'est pour sauver les gens que j'aime, je veux bien ne faire ni Noël, ni le jour de l'an, mais là, on ne me donne rien qui me permet de me positionner, disons, en consentement éclairé. On explique juste que les chiffres sont mauvais. Et moi, je trouve aussi une chose qui est incroyable, c'est que tous les jours, dans mon environnement proche ou moyennement proche, j'ai quelqu'un qui tombe malade, voire un groupe, des clusters, et des gens plutôt jeunes, dans des conditions difficile, parce que quand ils en sortent, ils vous expliquent que c'est pas rigolo. Et donc, moi, ce qui me fait le plus peur, plus que le gouvernement, c'est ces informations-là qui viennent de mon entourage au sens moyennement large, qu'on n'avait pas à la première vague. Voilà. Christian nous appelle de Gironde au 0826 300 300. Juste après, je redonne la parole à Jean-Paul Hamon. Bonsoir Christian. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, Christian. Alors, est-ce que vous êtes prêt? Oui, mais c'est avec plaisir. Vous êtes prêt à rester confiné à Noël? Tiens, comme l'a dit Céline Pina, si on peut éviter de contaminer les autres et si on peut éviter une troisième vague, vous êtes prêt à sacrifier vos fêtes? Alors, sacrifier les fêtes, oui, ça peut être une chose, mais dans l'idée, moi, je pense qu'il faut qu'on relativise. Je vais donner ma vision. Moi, donc, j'ai 5 affaires, en fait, donc 5 commerces, donc 25 salariés, et je crois que quand je fais mon petit calcul, et j'ai hâte de voir ce que va me dire le corps médical, je compte que 0,07% de la population qui est concernée par le problème, c'est-à-dire 0,07% de décès. Alors, bien sûr, c'est toujours trop, hein, et j'ai un grand-oncle qui est mort du Covid, qui avait 92 ans. Peut-être que sans le Covid, il aurait fait 96, 94, mais voilà, c'est la vie. Je l'ai pris comme ça. Par contre, ce qu'on ne mesure pas, c'est que derrière cette décision de confinement, il y a un péril économique, un désespoir économique qui est énormissime. Et ça, personne ne mesure. On entend notre ministre de la Santé, où je trouve que tout le corps médical se fait beaucoup entendre, mais les aides sur mon affaire aujourd'hui, c'est comme si vous donniez 10 centimes pour aller acheter le pain qui coûte 1 euro. C'est-à-dire c'est rien du tout. On parle de milliards d'euros, mais moi je suis aux portes de fermer et de licencier 25 personnes. Et ça, personne ne le mesure. Et ça, personne n'en parle. Voilà. Et ce qui me rend fou, c'est que 0,07%, oui, mais personne ne dit que c'est 0,07% de la population. Et une chose qui m'a fait monter au plafond, mais vraiment, je vous remercie de pouvoir me laisser extérioriser ce point-là, c'est quand M. Castex fait un focus en disant, bon, attendez, les gars, en monospace, vous n'allez pas aller partir au ski, etc. Et que derrière, le premier jour du déconfinement, on autorise des manifestations dans toute la France où personne n'a des masques, tout le monde fait n'importe quoi, tout le monde casse tout, etc. Mais là, je me dis, mais on marche sur la tête, c'est-à-dire qu'ils nous donnent des milliards pour soi-disant nous soutenir, et d'ailleurs, on casse le business. C'est encore l'incohérence du gouvernement pointé par les Français comme vous, mon cher Christian. C'est une folie. Meurtrière.
Jean-Paul Hamon, un mot sur les vaccins quand même. Alors la campagne a démarré au Royaume-Uni. On a tous vu cette femme de 90 ans, première femme anglaise à se faire vacciner. C'était ce matin. Les Français sont toujours aussi sceptiques. 6 Français sur 10 ne comptent pas se faire vacciner. Et alors là, comme pour en rajouter, le professeur Eric Combe, je l'ai entendu ce matin, Eric Combe qui était sceptique également sur les vaccins. Il a dit, moi je me ferai vacciner si c'est le vaccin chinois. Notre vaccin, non, je ne l'accepte pas. Écoutez ce qu'a dit Didier Raoult sur le vaccin toujours. Écoutez. Le programme, moi, que j'ai lu jusqu'à présent, ça me paraissait de la science-fiction. Donc, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est surtout de la publicité. Alors, je n'ai pas vu d'article scientifique. J'attends de voir des vraies données. Puis, les essais, si vous voulez, il ne s'agit pas de dire si je fais ça, ça fait des anticorps. Alors Jean-Paul Hamon, qu'est-ce que vous pensez de ces deux réactions, Didier Raoult et puis Eric Combe aussi Pardon Philippe, oui, Philippe le Bilger. Professeur Combe a été très vigoureusement contredit après. Oui, c'est vrai. Jean-Paul Hamon. Mais vous savez, on est dans une démarche de prévention totalement inédite. On a fait un vaccin en moins d'1 an sur contre un virus qui date d'un peu plus d'1 an. Donc, on comprend que les scientifiques soient prudents et que les Français soient on ne peut plus prudents et quelque peu sceptiques. Donc, nous, ce qu'on attend, c'est que l'Agence nationale du médicament, l'ANSM, se prononce clairement et surtout en toute transparence. Et là, le gouvernement et l'industrie pharmaceutique n'ont pas tous les intérêt à se rater tous les deux, parce que c'est un enjeu colossal sur la confiance qu'on peut avoir dans la vaccination. Déjà, les Français, ils ont été échaudés du temps de Philippe Douste-Blazy avec la vaccination contre l'hépatite B obligatoire. Et puis, ils ont eu des doutes quand Bernard Kouchner ne l'a plus rendu obligatoire quelques années plus tard. Après, l'hépatite B a été blanchie de toute atteinte pour les scléroses en plaques et compagnie. Ça a été incontestablement blanchi. Mais derrière, il y a eu en 2009 la campagne de Roselyne Bachelot en 2009 sur la grippe H1N1, où la France avait acheté 2 fois plus de vaccins que ses voisins européens, en les payant 50% plus cher. Du coup, il y a eu un doute dans la population sur une éventuelle collusion entre le gouvernement et l'industrie pharmaceutique. Et on a appris beaucoup plus tard que c'était le président Sarkozy qui avait mis, quoi qu'il en coûte, le prix sur les vaccins pour que les Français n'en manquent pas. Et donc, c'était la raison pour laquelle on avait payé plus cher. L'Europe, cette fois-ci, s'est entendue à négocier ensemble pour avoir le même prix partout. Mais c'était la raison pour laquelle les Français avaient payé plus cher les vaccins en 2009. Et souvenez-vous des fameux vaccinodromes qui avaient vacciné 2 fois moins de personnes que les médecins généralistes. Donc, effectivement, il va falloir être prudent et transparent. Et on attend les résultats d'ANSM qui ne va certainement pas dire n'importe quoi, parce que l'ANSM sort d'une condamnation dans l'affaire de la Dépakine. Donc, elle va être extrêmement prudente. Et quand l'ANSM donnera son avis, on pourra lui faire confiance. Et donc, nous, c'est ce qu'on dira à nos patients. Parce que je peux vous dire que tous les jours, plusieurs fois par jour dans mon cabinet, on m'interroge sur les vaccins. Mais on peut peut-être le dire de façon plus calme et posée, parce que là, on a l'impression qu'il y a un drame. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est ce qui se passe à chaque fois. Autrement dit, quand vous avez quelque chose de nouveau dans le domaine du médicament, on ne balance pas ça dans les pharmacies ou auprès des gens. Il y a toujours une procédure de vérification. On attend les publications scientifiques et effectivement, aujourd'hui, elles ne sont pas encore sorties. Et ensuite, la NSM se prononce. Donc, on est dans un cadre tout à fait habituel. Je rappelle quand même que H1N1, où on a développé assez vite aussi un vaccin, on n'a pas eu d'effets secondaires violents ou quoi que ce soit. Donc des vaccins développés vite, ça existe. Aujourd'hui, finalement, on va avoir pour les labos, il est évident que s'il y a un souci avec ce type de vaccin, pour eux, c'est la mort. Parce que ce qui aurait dû rapporter va se retrouver, au contraire, va les plomber. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on amène les vaccins sur le territoire ? Comment est-ce qu'on peut... Quelle est la stratégie de vaccination adoptée ? Et moi, en tout cas, je serai, dès que je pourrai, je me ferai... Vous allez vous faire vacciner, vous ? Ah, mais bien Michel sûr. Aussi, Philippe Bilger aussi. Oui, moi je me fais vacciner, mais je voulais juste dire un truc. Si effectivement les choses sont allées aussi vite, il ne faut pas se cacher pourquoi c'est allé aussi vite, parce qu'il y a la crise, bien sûr, mais parce qu'il y a un intérêt financier, un marché, vous imaginez, un marché de 7 milliards potentiels, bien sûr que les moyens ont été mis à fond par les laboratoires pour s'emparer de ce marché. Il y a une raison économique
à la réussite, sans doute, aussi médicale de ces recherches. Merci à Et vous. peut-être dire quand même quelque chose. Avant, on mettait des années à développer l'ADN d'un virus. Aujourd'hui, les Chinois l'ont fait aussi à une allure qui était littéralement impressionnante. Donc on ne peut pas comparer les durées de temps, c'est ce que vous dites. Hein. Oui, en tout cas, il y a eu beaucoup les choses ont changé. Merci à vous, Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Et puis je rappelle votre livre, Qui veut la peau de nos généralistes, c'est aux éditions Albin Michel.